Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de renouveler votre confiance à Vox Books. L'ouvrage que nous parcourons cette semaine rassemble une vingtaine de poèmes dont la brièveté dénote une certaine urgence. L'écriture poétique représente aux yeux de son auteur une activité vitale à l'image d'une bouée de sauvetage pour son âme considérée comme à la dérive. En quête de son identité qui peut être perdue, troublé par le sentiment d'avoir été dépossédé de son humanité, il cherche à reconstituer une image de soi valorisante et digne de l'estime de son entourage. L'alternance des vers libres et des rimes montre que le poète s'approprie la forme qui lui convient le mieux, sans se laisser ou alors se plier aux contraintes dictées par la métrique classique. Sa voix, emplie de compassion pour la souffrance d'autrui, lance un cri d'amour au visage d'un monde où règne trop de violence. L'auteur, c'est Alain-Christian Mpako. Il est juriste de formation. Il travaille aujourd'hui dans le domaine du textile. Avec lui, 26 minutes de voyage dans l'univers de la poésie. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Alain-Christian Mpako, bonsoir et merci d'avoir accepté de vous déplacer pour participer à cette émission. Merci de me recevoir. Alors vous êtes juriste de formation, vous êtes aujourd'hui spécialisé dans le domaine du textile. On se poserait certainement la question de savoir comment vous essayez comment vous retrouvez dans l'art aujourd'hui de la poésie qui pourrait ne pas être parallèle à votre domaine de prédilection. Que représente aujourd'hui la poésie pour vous? Alors la poésie, elle a été salvatrice. Effectivement, j'ai fait de l'art, j'ai fait du droit, j'ai une maîtrise en droit des affaires, mais j'ai toujours écrit. J'ai commencé très jeune déjà, mais j'écrivais par à-coup. Alors, il y a quasiment 4 ou 5 ans, suite à un événement personnel, un drame personnel, je me suis remis à l'écriture de manière accentuée. Et voilà. Voilà comment je me lance véritablement dans l'écriture. Avant d'aborder justement l'ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui, je vais vous permettre de marquer un petit temps d'arrêt. On va prendre quelques livres disponibles en librairie. On se retrouve derrière. Depuis que sa mère lui avait appris qu'elle devrait suivre sa tante lors de son prochain séjour au village, afin d'être placée comme Vidomégon dans une famille d'Antide en ville, Yemi ne dormait plus. Elle était inquiète sur son sort. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa mère également n'était pas tranquille. On dit tellement de choses concernant ces Vidomégans. Ce sont des enfants battus à longueur de journée, taillables et corveillables à merci, les premiers levés et les derniers couchés. Ils sont mal nourris et dorment à même le sol. Que ne raconte-t-on pas sur ces enfants? C'est dans cet état d'esprit que sa tante l'enleva un jour à ses parents pour la conduire en ville, dans une maison et une famille inconnue d'elle. Yemi ou le miracle de l'amour d'Adélaïde Fassinou, disponible aux éditions du Flamboyant. De retour sur le plateau de Vox Books, Madame, Messieurs, toujours avec Alain-Christian Mpako, l'auteur de Monose. Monose, Alain-Christian Mpako, c'est le titre que vous avez choisi pour votre ouvrage. Pourquoi le choix d'un titre aussi complexe et mystérieux? Alors, déjà, mono, c'est une contraction de 2 mots, le pronom possessif mort et le verbe oser. Et je pense que j'ai fait preuve de beaucoup d'audace, audace par rapport à mes craintes, par rapport à mes doutes, audace par rapport à l'appréhension du public, des lecteurs. Et j'ai estimé à un moment donné que c'était le titre le plus adéquat qui pourrait éventuellement cacher tous les mystères que j'ai dans cet ouvrage. Pourquoi vous osez aujourd'hui? À quoi est-ce qu'on s'attend quand on prend cet ouvrage, quand on veut parler de contenu? Vous osez dans quoi? J'ose de 2 façons différentes. Déjà parce que je suis quelqu'un de complètement atypique. En général, quand on me voit, on est loin de s'imaginer que je peux écrire et encore plus de la poésie. C'est pas faux en tout cas. Osé. et en plus, le contenu, à mon humble avis, peut, par rapport à la thématique abordée,
peut effectivement donner l'impression que j'ose. Il y a des thèmes engagés qui peuvent choquer, qui peuvent heurter, mais aussi mon point de vue sur plein d'autres choses qu'on aura l'occasion de découvrir au fur et à mesure de notre conversation. Alors, quand on vous lit, on sent tout de suite on vous sent tout de suite un peu évadé. C'est-à-dire que vous semblez en manque de repères, vous semblez en quête d'identité, vous semblez être dépossédé, je le disais à l'introduction, de votre humanité. Qu'est-ce qui n'aurait pas marché dans votre vie, comme le disent certains, pour que vous en arriviez à ce niveau? Alors, j'adore votre façon d'aborder les choses parce que je semblais. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que je suis maître de moi-même à 100%. Mais je pense que ça peut être une situation perceptible chez beaucoup de personnes à un moment donné de son existence. Il y a une très très forte période de doute. Et l'écriture, ces textes ont été pondus pendant cette période-là. Et vraiment, c'est sur un ensemble de beaucoup de choses, des doutes par rapport à la direction que prenait ma vie à ce moment-là, à mes choix de vie, à mes choix professionnels, des questions existentielles tout simplement. Et je pense, si vous me le permettez, qu'à chaque fois quand j'ai été au dos au mur, quand je me suis rendu compte que le meilleur de mes alliés c'était la souffrance, mes craintes, j'ai pondu des textes tout simplement. Et justement, parmi ces textes, on retrouve le premier poème que vous avez consigné dans cet ouvrage, L'Aube du vieux continent, on dirait. C'est pas le premier poème. Le premier poème, c'est Chute, un haïku. Ah oui, ah bon. Ah, moi, je me suis dit que c'était une introduction comme ça. Haïku. Ah. Il est préférable de taire sa folie plutôt que de rendre fous tous ceux qui vous entendent. Cependant, aucune tragédie ne mérite taire te tue, pas même celle d'un faux. Ouais. Alors, c'est un haïku et c'est un poème et qui regorge de beaucoup de mystères, de secrets, parce que je n'ai pas envie En fait, mon ose est comme une œuvre, une œuvre cinématographique. Si je dis tout de suite, j'ai bien peur que le téléspectateur ne puisse pas l'acheter. Ouais. Mais en réalité, c'est ça. Alors, donc, dans le poème L'Aube du vieux continent, on dirait que vous revenez tout droit des ténèbres. Vous parlez d'une nuit très sombre où plein de choses auraient dû se passer ou alors ont dû se passer. Et donc, vous revenez de très loin. On a l'impression. Alors, L'Aube dans le vieux continent, puisque c'est le titre, en réalité, c'est juste le regard que j'ai de la vie de nos compatriotes, donc de nos frères noirs en Europe. Afro-descendants. Afro-descendants, non, pas afro-descendants, des Africains, voilà. Je précise, Africains en Europe. Pour la simple raison que je mets peut-être en avant le racisme, mais je précise la situation des sans-papiers en Europe, qui vivent en fait souvent comme des rats d'égout. Pour la simple question que, à l'intérieur, je dis par exemple, repérer les lanternes et les cernes qui les habitent, effacer mes pas sur le bitume qui les dévoile, raser les murs d'une âme qui les pourchasse, vivre dans la nuit. C'est le quotidien de ces personnes qui n'ont pas de papier. C'est vrai, il n'y a pas que les Noirs sans papier, mais pour les Noirs, c'est encore plus difficile, parce qu'il est difficile pour eux de se cacher en plein jour. Ouais. Alors ces personnes profitent de la complicité de l'obscurité, de la nuit noire, pour avoir un semblant d'existence. Et tout au long de ce poème, je décris le fait que c'est vraiment difficile pour eux de vivre. En fait, on profite même du sommeil du policier ou de l'homme blanc pour avoir une existence. Et c'est des réalités qui sont loin de nous, qui sont proches des gens qui migrent, qui partent de l'Afrique, ça peut être du Cameroun et d'autres pays. Et on a souvent l'impression qu'en étranger, on est au paradis, mais ce n'est pas le cas. Alors, dans la continuité, vous avez intitulé un poème « Qui suis-je » dans lequel vous rendez hommage à ces afro-descendants qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, ceux-là qui ont mené des combats dont on se souviendra éternellement. Je pense notamment à Nelson Mandela, Malcolm X, Martin Luther King. Aujourd'hui, dans le monde du sport, le rappeler, et peut-être Usain Bolt. Ces personnes, pour vous, que représentent-elles? L'espoir, la réussite. Le simple fait qu'être noir n'est pas une malédiction. Je vais vous raconter une anecdote. D'où me vient cette inspiration poétique? Alors, j'ai rencontré un ami, un Tunisien,
qui, après de longs échanges, on a commencé à parler du Coran. Et de fil en aiguille, il m'a parlé de Bilal, qui était l'un des premiers hommes noirs libres et qui a été le premier à dire Allahu Akbar. Dieu est grand. Et de manière introspective, je me suis rendu compte en fait que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, on parle très peu du noir. Il est quasiment inexistant. On parle des grandes gloires, des personnes qui se sont battues pour Dieu, pour ces valeurs-là. Mais jamais on ne parle du noir, sauf quand il est esclave ou... Bref, et quand on parle du noir, généralement, de temps en temps, c'est un Égyptien. Et vous et moi, on sait très bien qu'un Égyptien, un Algérien, il va vous appeler Africain, il va se considérer, lui, homme blanc. Ouais. Alors, j'ai été choqué par ça. Je me suis dit, waouh, mais c'est vrai en plus. À quel moment l'histoire s'est attardée sur nous? Ou à quel moment nous, on a marqué l'histoire? L'histoire, ouais. À quel moment les mémoires retiennent qu'il y a un homme noir qui est? Et je me suis lancé dans cette écriture-là. Et à la fin, si vous voulez, c'est un hommage pour dire qu'il y a des peaux, des hommes, des Africains. Vous avez Rosa, par exemple, qui a été la première femme noire qui a refusé de s'élever dans un bus aux États-Unis. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a pu avoir un président noir. Alors je me suis dit, il faut que tu montres ça. Montre que être un noir, un nègre, Être un afro-descendant. Parce qu'après, il faudrait discuter de la couleur noire, effectivement. Oui. On préfère dire afro-descendant parce que, pour ne pas être très péjoratif à un moment donné. Ça, c'est un autre débat qu'on va aborder un peu plus tard, parce que pour ça aussi, j'ai une anecdote. Mais, et alors, à la fin, je me suis dit, il y a eu Usain Bolt qui court plus vite que l'éclair, il y a Michael Jackson, il y a toutes ces personnes-là qui font que nous, on doit qui a marqué le plus grand nombre de buts. Voilà. On doit se sentir fier de cela. On doit pouvoir se dire, non, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas... c'est pas un acte raciste, hein, c'est pas que j'aime pas les Blancs, absolument pas. Mais je veux dire aujourd'hui qu'on a toutes les raisons de nous valoriser, nous. Et d'où le questionnement, qui suis-je? Tout simplement. Alors, lorsque vous vous valorisez, vous vous souvenez de votre maman, notamment avec le poème Berry. Vous vous souvenez de ces 9 mois passés dans son ventre, cette souffrance qu'elle a endurée, et vous tenez à travers ce poème à lui rendre hommage. Alors, je me sens flatté parce que je me dis encore, je réalise encore que faire de la poésie, c'est remplir plein de mystères à l'intérieur. Alors, dans Berry, il ne s'agit pas de ma maman, il s'agit de ma fille. Berry, c'est le nom de ma fille. Et je l'ai écrit. En fait, je l'ai écrit, mais j'ai fait à l'intérieur comme si c'était elle qui l'avait écrit. Je voulais qu'elle rende hommage à sa mère, qui l'avait portée pendant 9 mois. Et je me rappelais comment c'était pénible pour elle. Elle a 4 ans aujourd'hui, elle n'a pas encore lu le poème. J'espère qu'elle va le lire un jour. Et non, on a tendance à dire en fait que je suis... que mon poème est Eliéja qui fait l'hommage à la femme. Il fait l'éloge de la femme, pardon. Mais Berry, non, c'est juste une reconnaissance d'une mère, d'une fille à sa mère, pour dire tout simplement aujourd'hui qu'il faut qu'on traite nos mères avec un regard complètement différent. Et je voulais qu'elle comprenne ça plus tard, que jamais il ne faudrait qu'elle se dresse contre sa mère. Et c'était juste un voyage au cours duquel elle dit comment c'était difficile de la porter, malgré ses grosses faim, ses coups de pied qu'elle donne dans le ventre, etc., etc. La difficulté aussi réside lorsque vous perdez un être très cher. Et vous avez un poème que vous avez aujourd'hui adapté en clip musical, Deuxième vie. D'accord. Alors, dans Deuxième vie, je reviendrai déjà sur le fait que, effectivement, je parle de la mort. C'est une thématique qui est abordée dans mon poème, mais à travers un poème qui s'appelle Toc Toc, dans lequel je parle de la mort d'une mère. Mais dans Deuxième vie, ce n'est pas le cas. Dans Deuxième vie, je parle de la femme. Mais je précise parce que, pardon, depuis quelque temps, j'ai partagé via YouTube le clip Deuxième vie. J'ai beaucoup de retours, mais aussi des personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce de quoi il s'agit. Alors, j'ai adapté le poème Deuxième vie, dans lequel je décris la situation d'une fille qui a perdu sa virginité avec la mauvaise personne. Cette personne-là, quelques heures avant, était Roméo. Mais une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle a complètement changé. Alors, cette femme-là est dans la peau de la personne qui voudrait se donner la mort, qui regrette qui regrette tellement de choses, qui regrette de
de s'être laissé aller. Et ce poème, en fait, c'est une sensibilisation. Je voulais simplement que les jeunes filles réalisent que c'est vrai, quand on a 16, 17 ans, on se sent la plus belle des femmes. En général, on n'écoute qu'une seule personne, ce sont ses pulsions, sa beauté, et on n'écoute pas sa mère. Et quand on se sent courtisé, il est beaucoup plus facile de céder. Mais après, il faut se dire, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que cette personne en vaut la peine? Est-ce que cette personne mérite de perdre cette chose-là? Et c'est pour ça que j'ai écrit ce poème, pour poser ces questions a priori, mais aussi a posteriori. Parce que, voilà, supposons que c'est arrivé, elle a perdu sa virginité. Généralement, ce qui arrive, c'est que ces jeunes filles-là arrêtent de croire en la mort. Ou plus encore, elles réalisent en fait que leur corps peut être un instrument de change, une monnaie d'échange. Elles peuvent le mettre à la disposition de l'homme pour avoir tout ce qu'elles veulent. Et je me dis, non, ça peut arriver, mais mets-toi, prends-toi en main, valorise-toi. C'est très, très important. Et je tenais aussi à insister sur cet élément-là, parce que plus tard, je dis, déchiré par les paroles de celle qui redevient sa mère, la corde lui pend au cou. Généralement, à ce moment-là, les filles réalisent que, oh, maman avait raison. Maman a toujours eu raison. Sauf que tu as pensé que maman n'a pas eu de vie. Ta maman, si elle te donne ce conseil, c'est parce qu'avant, elle a été adolescente. Elle est passée par là. Elle a plus d'expérience que toi et elle te demande de ne pas tomber dans les mêmes travers. Ouais. Tout simplement. Alors, Deuxième vie, c'est un poème que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup parce que je suis père, je suis grand frère, j'ai été un prédateur comme cet homme-là, entre guillemets. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, heureusement pour moi. Et je m'adresse à la jeune population féminine, à la gente féminine, et je leur demande tout simplement de se prendre en main. Je le disais, vous avez adapté ce poème en clip musical. On aura l'occasion de le suivre peut-être à la fin de l'émission, si on en a quelques minutes encore. Mais pour le moment, je vous propose qu'on marque un temps d'arrêt pour prendre le clin d'œil de la semaine. Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. La famille littéraire camerounaise vient d'accueillir un nouveau bébé. L'ouvrage de l'inspecteur principal des impôts, Alain Symphorien Nzanabiloa, intitulé « Sauvons l'impôt pour préserver l'État », nouvellement paru aux éditions du Panthéon et officiellement présenté au grand public le mercredi 14 février à Yaoundé. Les États ont de plus en plus de difficultés à mobiliser les ressources fiscales qui permettent d'assurer la sécurité, l'éducation et d'impulser le développement. Tous les États du monde sont concernés, que ce soit les pays riches, les pays pauvres encore plus, ou les pays émergents, tous les États du monde ont le même problème. Et ça se situe au niveau de la coopération internationale parce que, avec le phénomène d'évasion fiscale internationale, il y a des contribuables qui arrivent à déjouer tout le monde à ne pas finalement payer l'impôt à un endroit précis. Au Cameroun, on croit qu'ils paient l'impôt en France. En France, on croit qu'ils paient l'impôt au Cameroun et ainsi de suite. Finalement, ils ne payent pas l'impôt. L'ouvrage s'articule ainsi autour de 3 grands chapitres. Le premier présente les causes de l'érosion du pouvoir fiscal de l'État. Le deuxième donne un aperçu des mesures prises par les États pour contenir ce phénomène. Et le dernier propose une réforme du système fiscal international. Car l'auteur estime que la mise en place d'une fiscalité globale subsidiaire adossée à une organisation intergouvernementale universelle permettrait de coordonner efficacement l'ensemble et de résoudre le problème de fraude fiscale, véritable frein au développement des pays africains. La seule solution, c'est que les États renforcent la coopération fiscale internationale. Les États en sont déjà conscients puisqu'ils ont déjà évoqué cette solution. Renforcer la coopération fiscale internationale afin de faire à ce que les États se communiquent, s'échangent et sortent tous ceux qui vont s'abriter dans les paradis fiscaux de l'ombre. Et surtout qu'on essaye de réglementer ce phénomène de paradis fiscaux qui font tant de mal aux États. Parce que, je le dis dans le livre, les paradis fiscaux sèment plus la misère et la terreur que les terroristes. Avec la numérisation de l'économie et l'ouverture des frontières économiques mondiales, il s'avère alors impératif pour les États d'adapter leurs règles fiscales aux nouvelles donnes internationales afin de barrer définitivement la route non seulement aux entreprises numériques, mais également aux paradis fiscaux que l'auteur assimile aux terroristes. Sauvons l'impôt pour préserver l'État, un ouvrage de Alain Symphorien Nzanabiloa, nouvellement paru aux éditions du Panthéon. De retour sur le plateau de Vox Books, madame, monsieur, je rappelle que nous recevons Alain Christian Paco. Il est juriste de formation et aujourd'hui spécialisé dans le monde du textile. Il est également l'auteur de Monose, un recueil d'une vingtaine de poèmes publiés aux éditions Edilivre. Alors,
comme tout bon poème, comme tout bon poète, j'ai envie de dire, Alain Christian, vous consacrez un de vos poèmes, pas un seul, quelques-uns de vos poèmes à l'amour. Notamment, j'ai retenu deux, hein, le poème intitulé Tu aimes, mais aussi 1116. À qui sont-ils destinés et que représentent ces personnes pour vous? Alors, tu aimes à une femme parce que j'ai été amoureux, je le suis encore. Et 1116 à une femme. En réalité, 1116 c'est une date. C'est le 1er janvier 2016. Et c'est une lettre adressée à quelqu'un qui m'est proche. Et j'estimais à ce moment que je me devais de le faire, de l'écrire comme ça. Et ouais, la mort. Pour vous dire la vérité, il n'y a rien qui motive autant la plume que la mort. Ça veut dire que peu importe, quand on se sent aimé, on sent le besoin effectivement de le manifester de différentes manières. Moi, c'est par des jets d'écrit, mais aussi quand on se sent blessé. Alors, dans Tu aimes, c'était une situation similaire où je me rappelais ce que j'avais vécu. Ça peut être les bons moments, les moments de détresse, les moments de tristesse. Et avec mes mots, tout simplement. Et je ne sais pas comment je peux vous le dire autrement, mais si vous avez été amoureux une fois, vous devez absolument me comprendre. Je pense que vous me comprenez d'ailleurs. Sauf que chacun a sa façon de dire les choses. Vous avez votre façon à vous de dire l'amour, et moi, quand je le dis, c'est à travers ma plume, tout simplement. Alors, à la page 31, vous parlez de l'épreuve. Vous en avez traversé, on dirait, des moments difficiles dans votre vie. Ouais. Et dans l'épreuve, quand j'ai été dos au mur, je me suis rendu compte que les vraies personnes sont rares. Ces personnes qui vous soutiennent contre vents et marées, ces personnes qui continuent à croire en vous, ces personnes qui ne sont pas seulement paillettes, apparat, mais qui sont des véritables socles. Et pendant cette épreuve-là, en fait, les formes de cette épreuve-là sont complètement diverses. Je dis, ça peut être la main tendue qui peut sembler amicale mais qui ne l'est pas. Ça peut être toutes vos garanties financières qui s'écroulent. Ça peut être votre travail que vous perdez. Ça peut être un repos dans un lit d'asile. Ça peut être tellement de choses. Mais à ce moment-là, vous voyez très peu les personnes qui étaient là quand tout allait bien. Ouais. Voilà. Et ça m'a servi de leçon. Je ne dirais pas de quel type d'épreuve, quelles étaient mes épreuves, mais ça m'a servi de leçon. Et je me suis rendu compte que quand on a quelqu'un de vrai à ses côtés, il faut se détourner de cette personne pour rien au monde. Et les personnes qui liront ce poème, je pense, comprendront ce que je veux dire. Ces personnes qui sont passées par ce par quoi je suis passé. Mais en réalité, je dis souvent que Monose, c'est un peu de moi, beaucoup de vous. Parce que Monose n'est pas seulement mon regard à moi. Dans ce poème, Les épreuves, je dis un peu de moi et beaucoup des autres. Ouais. Parce que je suis comme un miroir qui regarde la vie des autres et je vois aussi ce par quoi elles sont passées. Et c'est ce que j'ai décrit dans Monose, dans l'épreuve tout simplement. Merci en tout cas d'être passé. On aurait pu parcourir tous les poèmes, mais vu le temps qui nous est imparti, on pourra permettre aussi aux téléspectateurs de l'acheter, peut-être eux aussi découvrir qu'il y en a encore qui sont peut-être même plus intéressants que ce que nous avons abordé aujourd'hui. Mais en fait, je vais vous arrêter encore une minute si vous me le permettez. Je voulais tout simplement dire que c'est un ouvrage avec une thématique éparse. À la différence des anthologies classiques qui ont un thème unique, dans Monose, vous trouvez plusieurs thèmes. Ça veut dire que je parle aussi bien de la mort, de la mer, de l'ivresse, de l'amour, des souffrances. Donc vraiment, je pense que quelle que soit la personne, peu importe qui elle est, en lisant Monose, elle pourra se sentir émue, touchée par au moins un seul poème. Et voilà, c'est ce que je tenais à dire.
Merci en tout cas, on va leur permettre de déguster, peut-être musicalement parlant, un de vos poèmes que vous avez adapté en clip musical, Deuxième vie. Ce sera également l'occasion de permettre à nos téléspectateurs de nous quitter un temps soit peu. Mais avant, je vous laisse avec quelques livres nouvellement parus. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir et dégustez bien Deuxième vie. La biographie de Madame Adja Kadiatou Diallo, la veuve de l'un des grands hommes politiques de la post-coloniale africaine, Boubacar Diallo Telli, apporte une pierre décisive dans l'historiographie de l'Afrique du XXIe siècle. La scribe de cette biographie stimulante et instructive, Valérie Moussoumbouko, s'est acquittée de son travail avec fidélité soutenue aux événements racontés par le personnage central de cette odyssée familiale, politique et panafricaine. Adja Kadiatou Diallo Telli, un destin de chef, de Valérie Moussoumbouko, nouvellement paru chez l'Harmattan. Elle est nue, toute nue. Elle a perdu ses yeux, elle a perdu sa peau. Elle n'a plus de mains pour toucher, elle n'a plus de bouche pour nommer. Elle n'a plus que cette flamme froide qui coule dans ses veines. Sa voix se noie en elle, son odeur périt. Lentement, le vent qu'envoie sa descente. La goutte tache le parquet, moitié pleure, presque l'heure. Le sang livre sa virginité, plus jamais elle ne sera pure. Son prince d'un soir se marre dans le noir. Il ne sera pas l'homme de sa vie, il la lui a juste prise. Son regard se fige dans le marbre, puis devient macabre. Soudain s'entend, as-tu aimé? Avec les voix qui lui restent, elle voudrait ne pas répondre, mais sa volonté déjà n'est plus sienne. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.